Je vais essayer de montrer ce que j'ai essayé de déployer sur de nombreuses pages, comme l'a rappelé Pascal. Dans Ceci n'est pas qu'un tableau. Comment l'art entretient un rapport avec le sacré et comment il y a une articulation entre l'opposition sacrée-profane et les rapports de pouvoir. Alors dit comme ça, c'est énorme et vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors j'essaierai de vous montrer, et je vais prendre des exemples très précis, ce que j'entends par magie, et j'espère arriver à vous montrer que à chaque fois qu'il y a de la puissance ou du pouvoir, il y a de la magie et il y a du sacré. La magie étant des opérations de manipulation du sacré par des gens qui sont autorisés à le faire. Voilà. Alors, dans Ceci n'est pas qu'un tableau, moi je suis parti d'un travail au départ très restreint qui s'est amplifié par les questionnements et par la recherche historique, donc d'un travail précis au départ sur la trajectoire historique d'un tableau qui a été peint en 1658 par Nicolas Poussin et qui a disparu. Et après, il y a beaucoup de toiles qui sont réapparues et on ne savait pas quelle était la toile de Poussin. Voilà. Donc il y a eu une longue histoire rocambolesque, comme l'ont écrit de nombreux journalistes. Il a fallu savoir quelle était la toile dite autographe de la main de Nicolas Poussin. Et en fait, tous les éléments de cette histoire, moi, m'ont paru au bout d'un moment assez révélatrices de cette question du sacré et de la magie. Donc, j'allais dire, je pars de ce cas-là, dont je ne vais quasiment pas parler ce soir. Je vais évoquer d'autres situations. Peut-être à certains moments j'y reviendrai. Mais je vais parler juste en prenant un premier exemple pour vous donner le sens de ce que j'appelle la magie. Bon, alors, où elle est cette magie? Alors, premier exemple, c'est l'exemple de l'arrivée du tableau, considéré à un moment donné, ce serait trop long de raconter tout ça, comme le bon tableau. Il y a eu des tableaux en concurrence, des experts internationaux entre Angleterre et France qui se sont battus, etc. Bon, les experts anglais sont morts et donc les experts français ont eu raison, si je résume. C'est souvent comme ça. Et donc ce tableau a été considéré comme le bon tableau et la version concurrente qui était défendue par des grands experts et même par les plus grands experts a été considéré comme une simple copie. Alors ce tableau, après de très nombreuses années, avec des affaires, des procès, etc., parce que les propriétaires initiaux qui l'avaient vendu pour rien ont voulu le récupérer, ont réussi, mais après de très nombreuses années de procès. Bref, à un moment donné, ce tableau qui est tant espéré arrive au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Si le MBA ne l'a pas enlevé, vous trouvez une petite vidéo montrant l'arrivée du tableau. Et c'est sur ce point que je vais commencer, c'est-à-dire à vous dire qu'est-ce qui se passe. Il se passe que on voit, il y a une caméra qui filme l'arrivée du tableau. Vous avez la directrice du musée, l'adjoint au maire de l'époque chargé des affaires culturelles, bon, beaucoup de gens qu'on n'arrive pas forcément à repérer, évidemment des gens qui travaillent au musée, etc., sans doute d'autres notables que je ne repère pas. Et le tableau arrive, il est emballé, il est emballé très soigneusement et il va être désemballé très soigneusement aussi par des gens qui sont gantés de blanc, qui dévissent très tranquillement le coffre qui tient le tableau. Quelqu'un explique dans la vidéo que ce tableau a été est resté pendant un certain temps sans être touché parce qu'il fallait qu'il s'acclimate. Donc il y a une extrême vigilance par rapport au tableau, par rapport à la température, parce qu'un choc thermique peut faire apparaître des croûtes sur le tableau, par exemple, etc. Donc une très très grande attention à l'égard du tableau. Et on voit des gens
ouvrir le tableau, on sort le tableau, il y a une première salve d'applaudissements. Et on voit les flashs qui crépitent, beaucoup de gens qui prennent des photos, des gens qui applaudissent. Donc on applaudit, des flashs qui crépitent, on voit des perches, puisqu'on on a enregistré la scène, etc. Voilà. Puis, deuxième moment, on l'accroche au mur et une deuxième salve d'applaudissements, les gens applaudissent à l'accrochage du tableau. Bon. Alors vous allez me dire, où est la magie dans tout ça ? La magie dans tout ça, c'est qu'on est tellement habitué qu'effectivement, on ne la voit pas. On ne la voit pas, mais si vous étiez anthropologue d'une société complètement différente, parce que des scènes comme ça, on en a vu. On en a vu à la télé, on en a vu dans des films, des cérémonies, des inaugurations, etc. Et voilà, on n'est pas du tout surpris. On sait que l'art est quelque chose d'important dans nos sociétés, qu'on a un tableau qui est important, donc on fait attention, et donc tout le monde est ravi d'avoir ce tableau important, donc tout le monde applaudit, etc. Mais enfin, vu de l'extérieur, on pourrait dire, il y a un objet qui arrive, on le traite avec beaucoup de respect, d'attention, de soin, etc., avec des gants blancs, etc. Et on applaudit devant cet objet. Tout le monde se tombe dans les bras, je ne l'ai pas dit, hein, il faudrait voir, il y a plein de choses à dire de cette scène. Il y a une émotion, il y a une effusion, etc. Et en fait, quelque chose qui paraît tout à fait naturel au départ, si on commence à le regarder avec un regard un peu extérieur, on se dit, c'est quand même bizarre. Alors c'est peut-être parce que j'ai mauvais esprit et que je ne dois pas être complètement socialisé à toutes ces choses-là pour les rendre totalement naturelles. Mais c'est le regard souvent anthropologique qui permet de se décaler et de dire, mais en fait, des gens qui applaudissent un objet, c'est bizarre. Des gens qui applaudissent quand on accroche un objet, c'est bizarre. Tout ça, en fait, est très étrange. Et si on trouve étrange quand on voit, il y a des gens qui sont allés dans des sociétés archaïques, comme on dit, observer des rites, des rituels très bizarres, etc. Des gens, le sorcier utilise la main gauche pour faire une chose, etc. En fait, c'est exactement de même nature. Pour eux, c'est normal, ce qu'ils font. Et pour nous, c'est bizarre. C'est quand même très, très étrange. Voilà. De faire tous ces gestes, voilà. Applaudir un objet, si vous y pensez un peu, vous dites c'est bizarre. Voilà. Et alors, il y a un enchantement autour d'un objet. Alors, juste pour créer le contraste immédiat, il faut savoir que cet objet qui est sorti avec des gants blancs qu'on applaudit, qui est vraiment admiré, on tient des discours dithyrambiques sur ce tableau, sur ce chef-d'œuvre, etc. Il faut savoir qu'en 1980, c'est-à-dire 2008-1980, en 1980, il est dans un bâtiment de ferme, on s'en est débarrassé et on s'en fichait totalement. Il faisait même très froid dans le bâtiment de ferme. Alors quand on explique 40 ans après qu'il faut faire très attention au choc thermique, oui, les propos des gens qui possédaient le tableau, c'était, oui, de toute façon, moi, mon père disait, les peintures religieuses, ça vaut rien. Voilà, bon, il n'avait pas trop le sens de l'art, le papa en question. Ça ne vaut rien, oui, il ne savait pas que c'était un poussin. Voilà. Alors, donc ce tableau, selon ce que l'on considère qu'il est, change totalement de substance. Voilà. Ce n'est pas le même tableau. Et quand je dis ceci n'est pas qu'un tableau, c'est qu'un tableau, matériellement, c'est autre chose qu'un simple tableau. C'est autre chose qu'une simple toile avec des couleurs dessus, etc. Non, c'est autre chose. Et c'est pas simplement... c'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'on rajoute des tonnes de croyances à cet objet qui en fait du coup la valeur. Bon, je m'arrête là sur cet exemple-là, j'en prends d'autres. Alors, c'est des exemples que je développe dans l'ouvrage de récits fabuleux et de mystification. Alors, il y a un grand nombre de récits dans la presse, dans les revues d'art, etc.,
qui relèvent de ce qu'on peut appeler les découvertes merveilleuses, c'est-à-dire découvertes de chefs-d'œuvre ignorés, et qui montrent la fascination exercée par une sorte de transsubstantiation alchimique d'un objet ordinaire en œuvre d'art. On le prenait pour un objet ordinaire, c'était une œuvre d'art. Alors il y a deux ressorts à ces récits. Le premier, c'est la transformation magique d'un objet à l'image du plomb changé en or par l'alchimiste ou du crapaud du comte changé en prince charmant. C'est exactement le même processus. C'est vraiment de la magie. On passe d'un objet insignifiant à un objet très signifiant, à un objet qui n'avait aucun intérêt à un objet qu'on admire, etc. Et la transformation peut aller très rapidement. Donc il y a une transsubstantiation, véritablement, et ce qui n'était rien se révèle donc un chef-d'œuvre, une pièce rare, etc. Et ce qui ne semblait rien valoir prend soudain une valeur esthétique qu'il n'avait pas, et en plus économique. Dès lors qu'il y a la valeur esthétique reconnue, la valeur économique du tableau devient extraordinairement grande. Voilà. Les deux étant très liés. Si on ne reconnaît pas la valeur esthétique, alors la valeur économique ne sera pas là. Deuxièmement, ces récits, c'est intéressant, insistent sur le contraste entre l'objet et son contexte. L'objet sacré et l'environnement profane, l'extraordinaire et l'anodin, le noble et le vulgaire. Alors, on voit bien comment ces textes insistent sur le fait, vous vous rendez compte, un Vermeer était dans une pizzeria. Vous voyez, entre Vermeer et pizzeria, c'est rare qu'en fait, on fasse des connexions. Et c'est fait exprès dans ces textes, c'est-à-dire de dire, vous vous rendez compte, un chef-d'œuvre d'un peintre très connu était dans le couloir d'une pizzeria, ou était dans un grenier. Et on insiste sur le côté sale du grenier, etc. Il était abandonné dans un coin. Bon. Donc, il y a cette idée de surprenante découverte, d'écart entre le contexte dans lequel se trouve ce tableau et ce tableau dès lors que l'acte de transsubstantiation a eu lieu. C'est-à-dire qu'il faut la baguette magique, parce que le crapaud, il ne se change pas en prince comme ça. Il faut la baguette. Alors, qui a la baguette? Les experts. Et là, vous commencez à rentrer dans ceux qui manipulent le sacré. Ce ne sont pas les seuls, hein, mais il y a du sacré qui est manipulé. Qui a l'autorité pour dire que ce tableau est un tableau de tel ou tel peintre? Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas de magie, puisque c'est de la compétence. C'est de la compétence pour reconnaître si c'est de la main d'un tel ou d'un tel. On a même de l'analyse scientifique en laboratoire, etc., pour approcher. Il y a des copies qui immédiatement tombent parce que, sont révélées comme copies, parce que on voit que la toile ne résiste pas à l'analyse. C'est une toile du 19e alors que le tableau est censé être du 17e. Etc. Mais donc on convoque aussi la science pour arriver à déterminer si le tableau est de la main d'un tel ou d'un tel. Voilà. Et vous verrez qu'en fait, il faut beaucoup de magie pour arriver à, et une magie qui s'est constituée historiquement sur du très long, dans une très longue histoire. Ça remonte à avant Jésus-Christ. Et je ne vais donc pas vous faire l'histoire de tout ça, mais j'évoquerai certaines prémices de ces pratiques autour de l'art à un moment donné de mon exposé. Donc, vous voyez, là, il y a des situations où on découvre, mais il faut aller chercher un expert qui peut dire « Ah, mais ce tableau est effectivement autre chose qu'une simple croûte. » On passe de la croûte au chef-d'œuvre, ou en tout cas à un tableau de 2 mètres. Généralement, ça arrive graduellement. On dit c'est un tableau d'époque, ce qui est déjà, même s'il n'est pas de la main d'un tel ou d'un tel, un tableau du XVIIe, si c'est prouvé, c'est déjà, ça donne de la valeur au tableau. Si en plus c'est d'une personne qui est connue, ça prend évidemment beaucoup plus de valeur, à la fois esthétique et économique.
Donc il y a tout ce travail qui est fait, mais ça dépend de ceux qui ont les baguettes magiques et qui se battent. Et on voit très bien que ceux qui disent « c'est un tableau de Nicolas Poussin, c'est un tableau de Nicolas Poussin », mais qui n'ont pas le pouvoir, eh ben, ils peuvent crier pendant des heures, ils peuvent même être très compétents par ailleurs, ça ne change rien. Ils ne vont pas changer le crapaud en prince. Le tableau va rester dans le même état. Alors, il y a aussi une situation où un tableau qui est considéré comme un tableau de maître et qui a été admiré, avec parfois des millions de gens qui sont allés voir ce tableau, et ce tableau, à un moment donné, est destitué. Il repasse du sacré au profane. On le décroche parce qu'on a trouvé le vrai tableau et c'était pas le bon. C'était pas le bon, et il y avait des centaines de milliers, voire des millions de gens qui avaient vu ce tableau en disant « le chef-d'œuvre d'un tel ou d'un tel ». Si vous lisez Francis Haskell, qui est un historien d'art, il a fait un livre entier sur ces attributions, désattributions de tableaux, et ça montre bien qu'il faut de la croyance pour trouver intéressants ces tableaux. Il y a des gens qui arrivent jusqu'au musée parce qu'ils sont persuadés que le tableau, parce que tout le monde leur dit c'est un vrai bon tableau. Tout le monde leur dit c'est un chef-d'œuvre, etc. À ce moment-là, effectivement, ils sont autorisés à admirer le tableau. Si on prend ce même tableau et qu'on le met dans un autre contexte, on ne va pas le considérer comme un tableau admirable. On va passer devant et on va dire c'est de la peinture religieuse, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas quoi, c'est une vieille croûte. Si vous saviez tout ce qui s'est dit, enfin je détaille dans l'ouvrage, mais enfin, les gens qui possédaient le tableau disaient on s'en est débarrassé parce qu'il était trop grand. Ça rentrait pas, personne ne voulait le prendre dans la famille. Et c'était ça, mais parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous voulez, si vous ne savez pas que c'est quelque chose qui est un objet pas comme les autres, du point de vue des perceptions de l'art, eh ben vous passez à côté. Et donc la magie n'opère pas sur vous, puisque personne ne dit qu'il y a quelque chose de sacré et d'important dans ce tableau. Alors il y a des cas donc de destitution, de désattribution, et alors il y a une affaire, je vous la résume très très rapidement, mais il y a un cas formidable. Il y a un cas formidable, c'est un faussaire qui s'appelle Van Meegeren. C'est un Hollandais, si mon souvenir est bon, et puis son nom, oui, ça doit être ça, qui faisait des faux Vermeer. Voilà, il faisait des faux Vermeer, et il a fait vraiment des merveilleux faux Vermeer. Ce qui fait que, par exemple, en 1930, il y a le plus grand spécialiste de Vermeer, qui s'appelle Abraham Bredius, qui est né en 1855, mort en 1946, dans un article du Burlington Magazine, qui est la référence sur ce type de tableau, dit « Ceci, c'est un moment merveilleux dans la vie d'un amateur d'art lorsqu'il se trouve soudainement confronté au tableau, jusqu'ici inconnu d'un grand maître, tableau inaltéré et non restauré, comme s'il venait de quitter l'atelier du peintre. » Alors quand on sait l'histoire, oui, en fait, il venait de quitter l'atelier du peintre, mais du faussaire. Mais comme lui, qui est pourtant spécialiste, le plus grand spécialiste de Vermeer, n'y voit que du feu, le tableau est reconnu comme un vrai Vermeer. Et comme ça, le faussaire qui était excellent, ça a vraiment hommage au faussaire. Hein. C'est formidable, ces gens-là peignent formidablement bien, et ils arrivent à patiner les tableaux et à faire des choses formidables. Bon. Tant qu'il n'y a pas suspicion et qu'on ne passe pas au laboratoire d'analyse, mais vous savez, ça coûte très très cher de faire une analyse. Donc on ne peut pas dire, bah oui, c'est simple, on le passe. Non, non, oula, ça coûte des milliers d'euros, donc les gens, enfin, même des dizaines de milliers d'euros, pour faire des analyses complètes. Donc, ce n'est pas tous les objets qui passent en laboratoire d'analyse. Bref, lui, il dit, c'est le bon, il est formidable, c'est même un des plus beaux de Vermeer. Bon, il n'y a pas de Vermeer, mais c'est un des plus beaux de Vermeer. Oui. Alors, quand on connaît l'histoire, tout devient drôle, mais lui, il est dedans. Hein. Il y croit, il dit à tout le monde, c'est un vrai, il en reconnaît plein d'autres, c'est des faux, parce que le faussaire est excellent. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que c'est le faussaire qui va devoir dire qu'il est faussaire
parce qu'il y a plus grave pour lui qui est en train de se passer, c'est que au meilleur de son commerce, on va dire de faussaire, il a vendu des tonnes de tableaux à plein de gens, et à un moment donné, il en a vendu à Monsieur Göring, qui était chef de la Luftwaffe. Bon, donc les gens commencent à tomber sur lui, à remonter à lui et à dire « Ah ben c'est lui qui a vendu le tableau, il a fait du commerce avec les nazis. » Donc lui, il dit « Bon, bah alors là, je préfère être en procès pour imposture plutôt que pour commerce avec les nazis. » Donc il dit « Non, bah c'est moi qui ai fait le tableau. » Évidemment, personne ne le croit. Ce qui est quand même stupéfiant. Donc, il dit, mais si, allez voir, et il leur dit, il y a des choses qui sont sous les couleurs, etc. Donc ils font des analyses. Et effectivement, c'est lui qui avait fait tous les tableaux. Bon. Donc vous voyez, ce qui est très drôle, c'est que soit vous avez des récits avant, au moment où tout le monde était persuadé que ce tableau était là, c'était un chef-d'œuvre, c'était admirable, tout le monde est allé, l'a admiré, etc. Et vous avez des récits après de gens qui arrivent et qui disent oh, c'était évident, hein, c'était pas un vrai Vermeer. Et là, beaucoup de journalistes font ça. Il y a un journaliste de Libération qui est intéressant par ailleurs, mais qui dit oh, mais c'était une vraie hypnose collective quand on regarde le tableau quand même. Hein, on voit bien que c'est pas un vrai Vermeer. Comment un journaliste même qui passe son temps dans les salles de vente aux enchères peut se prétendre plus compétent que le plus compétent des spécialistes de Vermeer? C'est pas possible. Donc, voilà. Une fois que on a trouvé, pour une raison ou pour une autre, là, c'était vraiment par le hasard de l'histoire. Il ne voulait pas se faire attraper, donc il a avoué ses impostures, c'est faux. Mais voilà. À ce moment-là, on peut dire, mais oui, mais c'était évident. Donc la magie opère ou n'opère pas, ou alors on s'interroge sur, mais pourquoi tout le monde a été pris par cette magie et envoûté? Et on tourne autour de ce problème-là.